nous laissera du temps pour bien discuter comme ça, et ceux qui arriveront suivront au fil de l'eau. Je laisse la parole à Maxime Merci pour Quentin. l'introduction. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Maxime Desjean, je suis chargé du partenariat entreprise à FAS 31. Comme vous le savez certainement, ce webinaire il est organisé dans le cadre du Pacte des solidarités en Occitanie et plus particulièrement par le groupe de travail emploi et entreprise qui est animé par France Travail, par l'ADI et par FAS 31. Aujourd'hui, on vous propose un temps d'échange pour découvrir comment l'action locale peut créer des emplois utiles et durables en donnant la parole à celles et ceux qui font vivre cette initiative sur le terrain. On a le plaisir aujourd'hui d'entendre des intervenants experts sur ce sujet, donc Monsieur Mustapha Alaoukiri de la ville de Montpellier, Madame Mariem Diao-Pascal de l'EBE Abeille Verte Le Dev, Madame Gaëlle Kedidesh de l'EBE Quercy Intervention Service, Madame Isabelle Porto-Bega de Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, Madame Céline Frier de Couras Occitanie et Monsieur Pélisson Eric, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Pardon. Pour formation, les micros et les caméras sont coupés. Mais on a prévu un temps de questions-réponses à la fin, comme l'a dit Quentin. Vous avez un petit onglet Q&R tout en haut à gauche de votre écran, normalement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on les retranscrira à la fin. Voilà, on vous souhaite un très beau webinaire, riche en échanges et en perspectives. Et pour démarrer, du coup, je laisse la parole à Monsieur Éric Pélisson, commissaire à la lutte contre la pauvreté. Bonjour à tous, m'entendez-vous? C'est bon? Très bien. Parfait, parfait. Donc, très heureux d'ouvrir ce webinaire sur les territoires zéro chômeur de longue durée. Je suis Éric Pélisson, commissaire lutte contre la pauvreté auprès du préfet de région depuis déjà 4 ans et demi. La lutte contre la pauvreté, c'est une politique publique ancienne en France qui remonte notamment à la grande loi de lutte contre les exclusions de 1998 et qui donne lieu à des plans pauvreté qui sont assis sur la durée du mandat du président de la République. Lors de sa première élection en 2017, Emmanuel Macron a constaté qu'en fait, on travaillait en tuyau d'orgue et que les administrations avaient du mal à se parler. Il a donc créé au niveau national une délégation interministérielle et au niveau régional un commissaire à la lutte contre la pauvreté auprès de chaque préfet de région. Ma mission est donc d'assurer la transversalité, la coordination des acteurs et la bonne cohérence évidemment des actions. À ce titre, je suis donc soutenu par 15 groupes de travail, dont celui Insertion Emploi qui vient d'être présenté, et par des petites mains, mais qui ne sont pas des petites mains, dont Cantou, qui est stagiaire donc à l'ADI et qui a préparé ce webinaire et que je remercie. Lors de sa seconde élection en 2022, Emmanuel Macron a souhaité porter l'accent sur deux mots-clés. Le premier mot, c'est le mot pacte, puisque la politique publique s'appelle désormais Pacte des solidarités. La notion de pacte, ça veut dire on travaille tous ensemble et on mobilise ensemble des acteurs. Et dans les acteurs, évidemment, il y a les acteurs de l'État, des collectivités, les associations, les entreprises, les organisations syndicales, les personnes concernées également. La deuxième chose, c'est pacte des solidarités, de façon à souligner un terme plus positif que lutte contre la pauvreté, même s'il s'agit bien entendu de lutte contre la pauvreté. 25 mesures ont été définies, qui viennent se surajouter aux 60 mesures précédentes de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 2018-2023, répartie en 4 axes. Un premier axe autour de la lutte contre la reproduction sociale de la pauvreté chez les enfants et chez les jeunes. Je rappellerai qu'en Occitanie, un enfant sur 4 est dans une famille frappée par la pauvreté. L'axe 2, dont on va parler aujourd'hui, l'insertion, l'accès à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, la levée des freins, avec cette très belle action de territoire zéro chômeur de longue durée. L'axe 3 autour de l'accès aux droits, et on voit bien de toute façon combien ces axes sont reliés les uns aux autres, on ne peut pas saucissonner les personnes. Et l'axe 4 qui est important et qui est une nouveauté pour nous, la transition écologique solidaire, de façon à tenir compte du changement climatique et du fait que les personnes en situation de pauvreté sont les premières à souffrir du changement climatique et de la transition écologique. Alors, les territoires zéro chômeur de longue durée, on va le voir, c'est une expérimentation nationale qui se décline en Occitanie avec plusieurs sites et d'autres territoires qui sont candidats à une extension par la loi. Et donc, sans plus attendre, je rends la parole aux animateurs et intervenants de cette belle journée. Pardon, de ce beau webinaire.
Merci beaucoup, Monsieur Éric Pélisson. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'intervention de Céline Frier, que Maxime a présentée précédemment. Du coup, vous passez pas des petites slides, j'enchaîne directement sur la présentation, c'est ça? Ok, super. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Nos remerciements effectivement au commissaire Éric Pélisson et à toute son équipe pour l'intérêt que vous avez porté sur l'idée de ce webinaire. Donc, je suis Céline Frier, je fais partie de Coras Occitanie. Je suis une des 2 référentes de Territoire Zéro Chômeur de longue durée régionale, puisqu'il y a aussi Isabelle Porto-Béga qui est donc référente avec moi pour l'association nationale TZCLD. L'idée globale, c'est de pouvoir vous donner via un support que je vais vous partager et qui sera aussi partagé à l'issue de ce webinaire, quelques éléments clés de compréhension sur, on va dire, le projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée, histoire d'avoir un cadre un peu de repères. Et on a le plaisir effectivement d'avoir Mustapha Laoukiri, qui fait partie de la municipalité et qui était donc l'élu ressources au sein de la ville de Montpellier pour Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Mariem, qui est aujourd'hui salariée de l'entreprise à but d'emploi L'Abeille Verte, qui est sur le territoire de l'Odève, et Gaëlle, qui est directrice de l'entreprise à but d'emploi Quercy Intervention Service sur le territoire du Quercy-Cossadet. Voilà, donc vous aurez à la fois un peu de descendants avec moi, mais surtout du témoignage avec ces regards croisés qu'on vous avait proposés et que vous pourrez effectivement dans les questions-réponses pousser un petit peu plus selon ce qui vous aura interpellé, intéressé pour pouvoir échanger avec nous tous. Donc je vais partager tout de suite mon écran. Alors, j'aurais juste besoin d'une confirmation que vous voyez bien à l'oral, si c'est possible, Canto. Alors, oui, c'est bon. Merci. Parce que du coup, je suis en plein écran et je ne vous vois absolument plus. Voilà, donc l'idée, c'est ce support, il est un peu alors, il n'est pas dense, mais il y a du contenu que je ne vais pas forcément commenter de trop. Mais l'idée, c'était à l'issue, vous puissiez l'obtenir et pouvoir y revenir avec des liens et de la ressource. Donc, il y a vraiment des choses que je vais balayer assez rapidement pour pouvoir faire plutôt place au témoignage. Donc, Territoire Zéro Chômeur de longue durée, sur cette slide, vous avez en fait la rétrospective dans le temps pour dire qu'effectivement, il y a eu un collectif de membres fondateurs où l'ensemble des logos vous donne l'exhaustivité des différents mouvements qui ont permis la naissance de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, mais aussi toute la chronologie, puisque comme le commissaire Pélisson le précisait, nous sommes liés à des lois d'expérimentation dans ce cadre-là, et que la genèse, elle date de 2011 avec une première loi d'expérimentation qui a été votée en 2016, une deuxième loi d'expérimentation qui a été votée en 2020, puisqu'on est sur des périodes de 5 ans, et qu'aujourd'hui, se prépare l'après-seconde loi d'expérimentation. Mais voilà, vous avez toute cette chronologie qui vous permet de comprendre à chaque fois les différents temps qui nous ont marqués sur quasiment une quinzaine d'années. Donc, on est effectivement sur cette dynamique-là que je viens d'évoquer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la première loi avait caractérisé un plafond de 10 territoires et qu'en Occitanie, il n'y avait aucun territoire issu de la première loi. Et c'est la seconde loi qui a permis de pérenniser les 10 premiers, mais également d'ouvrir la possibilité à de nouveaux territoires d'être habilités territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, on se situe encore aujourd'hui dans cette temporalité jusqu'au 1er juillet 2026.
Vous avez sur cette slide l'ensemble des références législatives et réglementaires et vous avez également tout le travail qui est en cours, c'est-à-dire l'après 2026, puisque le député des Vosges, Stéphane Giry, a donc déposé une proposition de loi qui vise donc bien évidemment à pérenniser les territoires zéro chômeur de longue durée et envisager une nouvelle phase d'extension à de nouveaux territoires volontaires. Donc avec les liens que vous avez ici, vous pouvez également suivre l'actualité de cette PPL qui est passée donc en commission des affaires sociales et en première lecture à l'Assemblée nationale, et les travaux vont reprendre après l'été. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, vous aurez les liens directement sur ce support pour pouvoir suivre la suite législative de l'expérimentation. Alors, on va venir maintenant directement sur le sujet. Vous avez vu, il y avait tout un collectif de mouvements qui ont donc fondé l'esprit de territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, ça passe par effectivement des paradigmes, des convictions qui sont vraiment ancrées par rapport au préambule de la Constitution, à savoir que chacun a le droit de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Et Territoire zéro chômeur de longue durée se propose de travailler effectivement sur cette notion de droit à l'emploi. Donc, pour résumer sur véritablement le cadre constitutif des TZ-CLD, il nous plaît de le présenter que c'est un projet de société. Parce qu'effectivement, la privation durable d'emploi, c'est un enjeu sociétal avec un ensemble de conséquences directes et indirectes sur la capacité des personnes à s'émanciper. C'est un projet de territoire puisqu'il est conçu comme une initiative territoriale. Ce n'est pas un dispositif qui s'applique, c'est bien un projet dont il y a une motivation et une envie à l'échelle territoriale. Tout part du territoire. C'est un projet de coopération pour qu'il puisse aboutir et être mature, il doit être effectivement sur une notion de coopération avec les acteurs essentiels de la vie économique, de l'emploi, du secteur associatif et bien évidemment porté par des collectivités qui sont partie prenante. Et c'est un projet citoyen puisque dans la philosophie et toute la construction méthodologique, nous le faisons avec les principaux concernés, c'est-à-dire les personnes privées durablement d'emploi. Un petit focus où nous en sommes aujourd'hui à l'échelle nationale et régionale. Donc à ce jour, nous avons 43 territoires habilités. En Occitanie, plus précisément, nous avons 4 territoires et un 5e qui est en attente du décret du Conseil d'État pour être officiellement habilité territoire zéro chômeur de longue durée. Sur les projets émergents, comme le disait le commissaire Pélisson, nous avons toujours des territoires qui rentrent dans la communauté dans la perspective de l'après 2026, mais qui sont déjà au travail pour pouvoir, le cas échéant, être des candidats à l'habilitation. Et donc, sur le site de Territoire zéro chômeur de longue durée, vous avez à chaque fois les cartes des territoires habilités et des projets émergents, et c'est mis à jour au fur et à mesure que les territoires confirment leur ambition de travailler en vue d'être candidat à l'habilitation. Alors, pour rentrer maintenant plus concrètement dans qu'est-ce qu'est un territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, on se rappelle que l'objectif, c'est de pouvoir faire la démonstration qu'on peut lutter contre la privation durable d'emploi sur un territoire donné. Et donc, on va très rapidement balayer cette petite infographie que vous avez là. On parlait de territoire de coopération. Dans notre sémantique, on appelle ça, nous, la fabrique du consensus. C'est faire en sorte que tous les acteurs utiles sur le territoire aient connaissance d'une ambition qui est portée à l'origine
soit par une municipalité, soit par des collectifs de citoyens, soit par des associations, peu importe le point de départ, nous, ce qui va nous intéresser, c'est finalement qu'au final, tout le monde soit embarqué dans une ambition commune, et c'est ce qu'on appelle la fabrique du consensus. C'est un peu la période la plus longue dans le temps pour pouvoir faire réseau, faire projet ensemble. Et cette concrétisation de la fabrique du consensus, c'est de pouvoir avoir un lieu, la maison commune, où tous les partenaires vont pouvoir travailler ensemble sur le portage de ce projet. Et donc, Territoire zéro chômeur de longue durée avait déjà conceptualisé la notion de comité local pour l'emploi, qui est finalement ce lieu où tous les partenaires se retrouvent. Et il va avoir deux principales missions. C'est de pouvoir travailler ensemble à sa stratégie d'exhaustivité. Donc l'exhaustivité, c'est de pouvoir repérer, informer tous les habitants du territoire pour que chacun puisse se reconnaître ou pas dans la privation durable d'emploi, se fasse connaître, puisse être entre guillemets volontaire à pouvoir bénéficier d'une action territoire zéro chômeur de longue durée, et de pouvoir ensuite travailler l'ensemble des parcours et les levées de freins pour arriver à notre objectif, c'est que les personnes puissent avoir un emploi pérenne. Que ce soit dans des parcours auprès d'employeurs existants, la mobilisation du droit commun, les outils d'insertion, les outils du secteur adapté, par exemple, et on verra qu'il y a effectivement un nouvel outil qui rentre sur le territoire quand on est habilité territoire zéro chômeur de longue durée. La deuxième mission du comité local pour l'emploi, c'est effectivement de pouvoir préparer le fait d'avoir une nouvelle forme d'entreprise qui arrive sur le territoire et qui va contribuer à l'objectif d'exhaustivité. C'est ce qu'on appelle donc l'entreprise à but d'emploi. L'entreprise à but d'emploi, c'est un format de conventionnement qui n'est possible que si on est habilité territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, qu'on soit bien clair, il n'y a qu'en étant habilité territoire zéro chômeur de longue durée, en étant dans cette logique de projet avec un comité local pour l'emploi qui permet de pouvoir avoir une ouverture de BU. Et donc, le comité local pour l'emploi, il va travailler pour identifier les futures activités de cette entreprise avec un prisme de la supplémentarité. La supplémentarité, c'est d'être vigilant à ce que on co-construise les futures activités avec les personnes privées durablement d'emploi, avec les habitants, avec tout le système des acteurs du territoire, en ayant toujours le filtre de la non-concurrence avec les acteurs existants. Et donc, quand le territoire a travaillé l'ensemble de cette ingénierie de projet, il est suffisamment mature pour pouvoir déposer sa candidature et demander à être habilité. Et donc, c'est un projet qui demande une ingénierie en amont assez lourde et conséquente. On y reviendra notamment avec Mustapha. Et donc, on ne va pas dire dans le dossier de candidature ce qu'on va faire. On indique dans le dossier de candidature ce que l'on a déjà fait pour qu'une fois qu'on soit habilité, eh bien, l'outil entreprise à but d'emploi puisse ouvrir et faire les premières embauches. Autre repère assez important dans le territoire zéro chômeur de longue durée, c'est que les personnes privées d'emploi qui vont être recrutées en entreprise à but d'emploi sont recrutées en CDI et à temps choisi. C'est-à-dire que on essaye de répondre effectivement à le souhait d'une personne à un moment donné dans sa vie de pouvoir fixer son taux d'activité qui lui permet d'être pérenne dans l'emploi sur le terme. Quelques notions justement pour se dire aujourd'hui avec le regard que l'on a, est-ce qu'on atteint les publics que l'on visait? Et donc, ce sont des sources nationales sur les personnes privées d'emploi. Aujourd'hui, sur le portrait type d'une personne privée durablement d'emploi volontaire dans TZ, c'est une personne qui a été en privation en moyenne de 56 mois. Et à 75%, ils sont en privation totale. Donc, on intègre dans TZ un regard sur la privation durable d'emploi qui peut être totale, régulière
ou partiels. C'est-à-dire qu'on peut avoir des taux d'activité, mais qui sont subis ou régulières. On peut penser à la saisonnalité ou le fait de ne jamais arriver à obtenir un CDI et d'enchaîner aussi des contrats plus précaires. Côté supplémentarité, cette fois-ci, à l'échelle aussi nationale et en moyenne, les travaux dits utiles sur un territoire qui ne sont pas satisfaits, on peut les regrouper dans 3 grandes familles productives. La famille de la transition écologique, avec, vous voyez, différentes typologies de sous-activités, qui concentrent en moyenne 36% des effectifs au sein des entreprises à but d'emploi. Des activités qui sont plus en lien avec la cohésion sociale et la lutte contre l'exclusion et qui représentent en moyenne 23% des effectifs. Et enfin, du service, du développement au tissu économique et local à destination des entreprises, des acteurs du patrimoine, des artisans, des commerçants. Et là, on voit que ça concentre 22% des effectifs. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'emploi préfléché pour les personnes privées durablement d'emploi. Elles peuvent occuper toutes les strates de l'entreprise. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on rajoute notamment la partie fonction support, puisque vous voyez que quand on additionne tout, on n'arrive pas à 100%. Et donc, on a aussi toutes les fonctions support au sein d'une entreprise pour qu'elle fonctionne comme une PME et qui sont également occupées par des personnes privées durablement d'emploi. Donc, ce qu'on peut se dire aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase de bilan, c'est que via l'action des territoires zéro chômeur de longue durée, donc on comptabilise environ 5600 personnes privées durablement d'emploi qui ont trouvé une solution via la mobilisation des comités locaux. Et donc, on n'est pas exclusivement sur l'entreprise à but d'emploi. L'objectif, c'est bien d'utiliser l'ensemble des ressources du territoire et le BE est un outil supplémentaire contributif à cet objectif. 20% d'entre eux ont donc eu des solutions de sortie pérennes par d'autres moyens que l'entreprise à but d'emploi. Et depuis l'ouverture des premières entreprises à but d'emploi, on a 4500 personnes qui ont été salariées à un moment ou un autre dans une entreprise à but d'emploi. Je vais un peu vite, mais vous aurez l'ensemble de ces ressources. Quelques données aussi, parce que c'est toujours intéressant de voir les profils types. Donc là, on est sur le profil des volontaires. Donc, on est bien à l'échelle de l'ensemble des volontaires mobilisés par le comité local pour l'emploi. Donc, vous avez des indicateurs notamment de genre assez intéressants, puisqu'on a 58% de femmes. Autre indicateur très intéressant et qui amène beaucoup de travail collaboratif avec la GFIP, c'est qu'on a 25% des personnes qui ont une reconnaissance administrative et donc qui font partie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, sachant que en plus, il y a une partie qui n'est pas encore dans cette reconnaissance officielle. Donc, on a vraiment un très gros impact sur les personnes en situation de handicap. Et puis, vous avez des indicateurs qu'on avait déjà un petit peu vus avant, la durée moyenne de privation d'emploi, l'âge et le niveau de qualification ou de diplôme. La seconde slide, c'est à l'intérieur des entreprises à but d'emploi et on voit que ça change un tout petit peu, mais à la marge sur les différents indicateurs qu'on a évoqués ensemble. Vous aurez les petits liens pour accéder directement au site dédié au bilan de l'expérimentation. Vous verrez, il y a énormément de ressources. Il y a aussi des cahiers thématiques qui proposent des focus un peu spécifiques, que ce soit du point de vue de la coopération, que ce soit du point de vue du management au sein d'une entreprise à but d'emploi et d'autres cahiers thématiques. Donc, je vous invite vraiment à pouvoir explorer. Il y a aussi beaucoup de témoignages vidéo de différents acteurs qui sont contributifs à l'échelle d'un projet comme celui-ci. Donc, quelques résultats, en tout cas en synthèse, si on s'intéresse à l'impact du point de vue des personnes. Obtenir un emploi, un CDI, bien évidemment, c'est retrouver une place au sein de la sphère publique et de pouvoir aussi mesurer à l'échelle des territoires l'impact que ça peut avoir, même en matière de participation citoyenne dans la vie associative. On a des territoires qui, avant même d'être habilités, toute cette dynamique entraîne plus de participation à la vie citoyenne et c'est déjà impactant avant même d'être habilité.
par rapport aux activités menées au sein d'une entreprise à but d'emploi, vous avez vu, ce sont beaucoup de sujets autour de la transition écologique et sociétale au sein des territoires et ça répond véritablement à une recherche de sens que les salariés peuvent témoigner par rapport au fait d'être dans une entreprise qui est contributive à ces enjeux de transition. Et puis, effectivement, les autres aspects, c'est ce qu'on s'était dit au début, un CDI à temps choisi, ça permet de lever des freins, mais également de pouvoir projeter, comme tout un chacun, de pouvoir avoir un accès au logement, de pouvoir effectivement rediriger une vie familiale autour de projets culturels, sportifs, des vacances, etc. Et puis bien évidemment, parler de la santé, c'est une évidence, mais voilà. Tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille beaucoup avec des universitaires pour nous accompagner à pouvoir effectivement mesurer et surtout caractériser l'impact sur la vie individuelle des personnes qui sont dans l'expérimentation. Du point de vue du territoire, on est sur effectivement des modes actifs de coopération et aussi une redynamisation des services de proximité. Des salariés en entreprise à but d'emploi, ce sont aussi des consommateurs pour les commerçants. Et on sait aussi qu'on commence à mesurer la résonance que ça peut avoir d'avoir un territoire zéro chômeur de longue durée sur son territoire en matière d'attractivité. Je l'ai déjà évoqué, mais vous aurez le lien direct pour accéder au site internet dédié au bilan sur le site du fonds d'expérimentation. Et avant de pouvoir passer très rapidement aux témoignages, parce que je pense qu'ils vont un peu plus vous intéresser, vous dire que Isabelle et moi, nous sommes donc les deux référentes en Occitanie sur l'animation de territoire zéro chômeur de longue durée, et donc que notre rôle continue et se poursuit pour être effectivement ce guichet d'information de premier niveau pour comprendre ce qu'est territoire zéro chômeur de longue durée, mais également de pouvoir accompagner individuellement l'ensemble des territoires occitans qui souhaitent porter cette ambition à l'échelle de leur territoire. On est également dans un mode d'animation collective puisqu'on réunit et on fait communauté avec l'ensemble des territoires. Et vous pouvez, via le site Territoire zéro chômeur de longue durée, retrouver des éléments de base, de ressources documentaires, les cartographies que j'ai évoquées, pour pouvoir effectivement suivre l'évolution de Territoire zéro chômeur de longue durée. Et il y a une excellente foire aux questions qui est un outil qui a vraiment été développé ces dernières années et qui permet véritablement de faire un cheminement de la pensée. C'est pas une question, une réponse, mais votre première question va vous amener derrière à pouvoir explorer d'autres points dans votre conduite logique d'interrogation. Je vous incite vraiment à la consulter parce que c'est un outil qui est extrêmement pertinent. Voilà, je sais que j'ai été très rapide. J'espère que c'était quand même instructif sur les repères clés. Et donc, ce que je vais vous proposer avant d'être sur les questions-réponses, c'est de pouvoir bénéficier du regard croisé donc, de Mustapha, Mariem et Gaël. Mustapha, si tu es d'accord, on va commencer avec toi, puisque dans la logique du TZCLD, il faut qu'il y ait une initiative. Et donc, est-ce que tu pourrais nous partager pourquoi la ville de Montpellier, on va peut-être resituer ça dans le champ des municipales de 2020, mais pourquoi il y a eu cette ambition? Et j'en profite pour te poser toutes les petites sous-questions et je te laisserai répondre globalement. Pour toi, si tu en es d'accord, est-ce que tu pourrais nous partager au regard maintenant de toutes ces années d'ingénierie qui ont permis l'habilitation de Montpellier-Grabel l'année dernière, quelles sont les conditions de réussite après tant d'années d'efforts et comment tu pourrais nous partager les premiers impacts que tu mesures suite à l'habilitation de territoire zéro chômeur de longue durée sur Montpellier et Grabel? Je prends note de tes questions. Merci. Super.
Bon, et tu n'hésites pas à me rediriger si tu vois que je pars dans un sens qui ne me convient pas. Voilà, donc bon, je vais me présenter. Donc, je suis adjoint au maire de la ville de Montpellier en charge du territoire zéro chômeur. Et effectivement, c'était un engagement que nous avions pris lors de la campagne des municipales de 2020. Euh, le maire président m'a fait l'honneur de me confier cette délégation. Et la première des questions qui m'est parvenue, en tout cas, j'ai été soutenu par quelqu'un qui avait une longue expérience dans le domaine de l'emploi et de l'insertion, Henri Rouillot, pour le nommer. C'était quel territoire? Dans quel périmètre? Alors, je me suis permis d'appeler Laurent Grand-Guillaume. Je l'ai appelé, je lui ai laissé un message, il m'a rappelé, je lui ai dit voilà, j'ai plusieurs territoires qui me viennent à l'esprit. On est dans les premiers, la première loi, les 10 premiers territoires. Quelques-uns étaient urbains, pas des masses, c'était pas la grosse majorité. On avait Villeurbanne et l'île de mémoire, en tout cas le périmètre de l'île. Et je lui disais voilà, je pense à tel quartier, tel territoire, voilà les avantages et inconvénients. Et il m'a pas dit c'est tel territoire qu'il faut choisir, mais il m'a dit grosso modo, fie-toi au cahier des charges et regarde un petit peu sur le territoire les attentes des habitants, analyse le territoire, celui qui te paraît le plus pertinent. De suite, deux, trois territoires nous sont venus à l'idée. J'en ai parlé au maire président et j'ai estimé qu'il était aussi intéressant pour l'ensemble des autres territoires d'être associés. Donc, nous avons fait un territoire, un périmètre commun sur 2 communes. Euh, à l'issue de ça, donc, il a fallu recruter un chef de projet. En attendant, le chef de projet, c'est le service économie, emploi, insertion de la métropole qui a bien voulu partager quelque temps, donc Saïd Al-Mokadem et Sabrina Guerrera qui ont mis un peu de leur temps, un tiers temps à peu près, sur l'émission, le temps qu'on ait le chef de projet, parce qu'il fallait qu'on avance, et il fallait qu'on soit prêt pour le recrutement du chef de projet, pour avancer notamment sur la configuration de tout ce qui allait suivre. Et nous avons eu le plaisir de recruter quelqu'un qui avait déjà de l'expérience dans le territoire zéro chômeur, puisqu'il avait déjà mené sur Paris 18e. Ce chef de projet a eu pour mission de rapidement mettre en place une feuille de route et mobiliser l'ensemble des partenaires. Alors, avant que je recrute le chef de projet, j'avais été déjà approché par tout un certain nombre de partenaires, notamment de l'ESS, dans le service public de l'emploi, qui avaient entendu, donc qui savaient, hein, puisque au moment où on avait fait passer la délibération, où on actait notre adhésion à Territoire Zéro Chômeur, et qui avait cette délégation, donc tout le monde s'est rapproché pour dire on veut y aller avec vous. Et c'est l'un des points les plus importants, ce que tu rappelles dans la fabrique du consensus, c'est de réunir l'ensemble des acteurs de l'insertion, syndicats patronaux, syndicats salariales, toutes les structures de la SIAE. Et c'est ce que nous avons fait avec le chef de projet dès le départ pour commencer à expliquer notre vœu, notre volonté de pouvoir. Et donc, nous avons choisi un territoire qui est comme vous le savez aujourd'hui, au de Massan-la-Valsière. Historiquement parlant, il faut savoir, c'est que ce territoire appartenait à la commune de Grabel. Donc, il y a un continuum, donc c'est un territoire où il y a une continuité et à peu près les mêmes catégories socio-professionnelles de personnes, les mêmes difficultés, avec une certaine complémentarité. Voilà, donc j'ai rencontré mon binôme de Grabel, avec qui nous avons partagé l'envie de travailler ensemble, qui a bien sûr été présent avec moi à toutes les phases de recrutement du chef de projet et de la mise en place de ce projet. Donc aujourd'hui, après l'habilitation, alors je ne sais pas si j'ai été complet là-dessus, sur l'ingénierie, le chef de projet, bon bien sûr, après tu as les accompagnatrices de parcours emploi aujourd'hui qui sont en place et qui aident le BE dans le cadre de ses embauches et non pas de recrutement, il faut le préciser, à temps choisi. Donc nous avons aujourd'hui ouvert notre BE avec 3 pôles, en tout cas 3 commerces ouverts, service à la personne avec réception de colis, paysagiste, petits travaux chez l'habitant. Deuxième pôle qui a ouvert, c'est Mamassan, donc c'est une cantine qui a vocation à devenir aujourd'hui, pardon, Mamassan, c'est le café, c'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est la cantine où on peut se restaurer, prendre un café ou déjeuner là-bas. Et après, ensuite, l'épicerie sociale et solidaire qui, elle, a vocation à devenir une maison de l'alimentation solidaire et qui a d'ores et déjà bénéficié d'un financement de Terrasol et qui demain donc deviendra une maison de l'alimentation solidaire au même titre que celle que nous avons à Selle-Neuve, dans un quartier de la ville de Montpellier. Donc aujourd'hui, alors je suis accompagné, hein, Céline, je ne sais pas si vous l'avez vu, de la chef de projet aujourd'hui qui a remplacé l'ancien chef de projet qui est aujourd'hui devenu directeur de l'EBE.
Victor, donc pour le nommer, et Lisa qui est présente. Et si jamais il y a besoin de compléments beaucoup plus techniques et approfondis, elle est là et elle pourra apporter les éléments précieux pour la compréhension de chacun. Donc, et aujourd'hui, nous sommes en place. Donc, les 3 commerces sont ouverts. Nous avons vocation à développer le chiffre d'affaires. Nous avons fait notre 9e comité local de l'emploi hier, où l'ensemble des participants étaient toujours là. Ils nous font honneur de leur présence. Et effectivement, dans la fabrique de consensus, ben, il y a la supplémentarité. La supplémentarité peut parfois exiger que certains travaux, nous pouvons les proposer ou pas. Et nous essayons de travailler en bonne intelligence avec l'ensemble, notamment là, c'est les chambres consulaires qui nous font des propositions, et de très belles propositions en tout cas, pour la réunion que nous avions eue avant-hier en préparation du dernier club. Alors, je ne sais pas si j'ai été, comment dire, Mustapha, avant de passer avec Mariam, j'aimerais quand même t'entendre. C'est quoi, enfin, en tant qu'adjoint, donc élu, tu as porté ça dès les premières heures. c'est ça. Comment voilà. Qu'est-ce que ça représente ce projet-là dans la vie d'un élu? Alors, pour moi, ouais, alors ça c'est Attendez, important. Oui, excusez-moi, juste peut-être rapidement, Céline, si tu peux Oui. arrêter le partage d'écran, s'il te plaît. Merci, Ah, excusez-moi. pardon. Aucun souci. Je vous en Ok, prie, c'est bon? Mustapha, vous pouvez ouais, continuer. merci, merci. Tu sais, moi c'est mon premier mandat, donc j'ai pas le retour sur expérience d'autres élus, mais ce que je peux entendre et ce que m'ont partagé d'autres élus, c'est qu'on est sur un projet concret. On a tendance sur des politiques en fait qu'on mène sur du long terme. Donc on prend des décisions, mais on n'en voit les résultats que dans 6 ans, 7 ans, 8 ans. Là, c'est pas le cas. Là, quand on a pris cette décision, on le voit de suite sur le territoire. Les effets sont plus que positifs. Et pour l'élu, c'est une fierté parce que on s'est donné, donc les personnes, en tout cas de la métropole ou de la ville de Grabel de Montpellier, et l'ensemble des partenaires, c'est ce qu'ils partagent tous. Hein, et d'ailleurs, le CLE hier en est la preuve vivante, c'est que on a créé sur un territoire. Donc, vous le disiez tout à l'heure, c'est le territoire, les habitants, les PPDE. Là, on a créé une attractivité d'un territoire, mais surtout, avant tout, c'est qu'on a recréé de l'espoir. On a donné de la confiance à des personnes qui ne voyaient pas le bout du tunnel. Et les témoignages que nous apportent aujourd'hui ces salariés, ou les familles de ces salariés, hein, pour certains, c'est qu'on leur a donné non seulement une place dans la société, c'est même pas ça le plus important, c'est une place dans la famille. Moi, j'ai des parents, des papas, des mamans qui disent maintenant, aujourd'hui, je suis vu d'un autre œil par mes enfants. J'ai redonné espoir à mes enfants parce que je leur ai dit que voilà, on est sur un territoire compliqué, les Hauts-de-Massanes. C'est un QPV. Et c'est le QPV le moins doté en termes de financement dans le cadre du contrat de ville. Pas parce qu'on n'y met pas les moyens, c'est parce qu'on manque d'opérateurs. Et c'est un territoire où il y a très peu de commerce, d'activités commerciales et beaucoup d'artisans, effectivement, tu le disais. Et donc, on s'est dit que ces territoires-là, il fallait y aller, il fallait l'aider, il fallait l'aider à se lever. Et là, aujourd'hui, tu as non seulement les partenaires publics qui nous soutiennent, donc France Travail, Cap Emploi, puisque effectivement le taux de travailleurs, en tout cas de personnes reconnues handicapées, est important. Hein, on est au-delà de 50% aujourd'hui. Et c'est le témoignage de ces familles, puisque pour défendre la 3e loi, on a fait une tournée des 3 commerces avec l'ensemble des salariés, avec un certain nombre de députés, pour leur donner du fonds et pouvoir présenter des amendements éventuellement pour la 3e loi, sur laquelle Laurent Grand-Guillaume a rappelé que les fondamentaux, il ne lâcherait pas dessus, supplémentarité, exhaustivité, le CDI à temps choisi. Et c'est ça, pour la vie d'un élu, c'est du concret. On a pris un engagement, on a mis les moyens en face et on a réussi à donner espoir à des habitants et à recréer en plus les externalités qui permettent de recréer de la sécurité, de la tranquillité publique, du bien vivre, puisqu'on a une offre commerciale avec, et en plus la transition écologique, c'est ce que disait monsieur le commissaire sur la pauvreté. J'ai relevé l'ensemble des éléments qu'il avait notés et le territoire zéro chômeur coche toutes les cases. C'est Merci, Mustapha. voilà, l'accès au droit aussi. Donc tout ça, on l'a développé et voilà, c'est quelque chose de concret et que l'on voit et là, c'est visible. On peut le sentir et on peut le toucher. Merci beaucoup, Mustapha. Je pense que tu auras Donc, certainement des questions qui seront adressées. Mariam? Alors, Mariam, toi, tu fais partie de l'équipe de l'entreprise à but d'emploi, donc de l'Abeille Verte sur le territoire de l'Odeb. On reste encore dans les l'Hérault un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous partager comment et pourquoi tu as pris connaissance de territoire zéro chômeur de longue durée sur le territoire de l'Odeb? Quel était ton regard à l'époque et comment a-t-il évolué?
Si tu pouvais nous faire ça en 2-3 minutes, ça serait top. Je vais essayer d'aller vite. J'ai construit mon fil. Déjà, bonjour tout le monde. Avant de vous parler de comment Territoire Zéro Chômeur s'est présenté dans ma vie, il y a forcément un petit préambule de mon parcours professionnel à la base. C'est-à-dire que j'ai été préparatrice en pharmacie pendant 15 ans parce que je me suis retrouvée poussée dans cette voie commerciale qui avait en fait pas de sens pour moi et même qui questionnait clairement mes valeurs. Donc le travail était très compliqué pendant très longtemps. C'était juste pour se nourrir et encore, ça suffisait pas. Et ça m'a poussée dans des épisodes dépressifs assez réguliers quand même. Parallèlement à ça, j'ai eu un enfant à un moment donné, mais du coup, tout ce contexte devenait vraiment trop compliqué à vivre. Donc, j'ai fait un bilan de compétences assez lourd pour pouvoir identifier que j'étais pas du tout au bon endroit et que j'avais vraiment besoin d'une dimension plus stratégique dans mon travail, c'est-à-dire plutôt prévenir que de réagir en permanence aux exigences d'un patron qui manquait de bienveillance peut-être. Et je me suis du coup dirigée vers un bac+3 en marketing que j'ai validé tout en étant maman célibataire. Donc à un moment donné, ça a commencé un petit peu à tirer sur la corde. Donc je suis partie de Montpellier pour l'ODEV pour tout simplement me rapprocher de ma maman et de mes parents pour avoir un peu de soutien, être disponible en fait pour le travail. Et là, j'ai découvert du coup un territoire et le monde associatif, parce que j'arrivais quand même de la pharmacie, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et là, je me suis retrouvée à être ballottée dans des emplois précaires, mais hyper intéressants. Et en particulier, j'ai pu faire une formation mécénat culturel qui a vraiment été une révélation. Ça y est, j'ai trouvé le métier de mes rêves quand ma formatrice m'a dit moi, mon métier, c'est Robin des Bois. Je me suis dit ah, c'est ça, c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Et du coup, à la suite de ça, j'ai postulé à la communauté de communes pour pouvoir prétendre à ce poste-là. Donc, j'ai rencontré Françoise Pasquet qui m'a expliqué qu'il n'y avait pas d'enveloppe, que c'était pas possible qu'elle portait le poste comme elle pouvait, mais qui m'a parlé donc de territoire zéro chômeur. Et à ce moment-là, je ne me sens pas du tout concernée. Voire, j'ai pu dire plusieurs fois qu'un emploi au SMIC, c'était me maintenir la tête sous l'eau, que c'était plus possible, qu'à un moment donné, le travail, ça devait quand même payer les factures. Mais j'ai quand même rencontré l'équipe de l'Abeille Verte et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même l'opportunité de pratiquer le métier de mes rêves à côté de chez moi, en contribuant au développement de mon territoire et tout ça en restant disponible pour ma fille. Donc finalement, le côté financier n'était pas la seule manière de s'enrichir dans le travail. Donc j'ai saisi l'opportunité. Je suis rentrée à l'Abeille Verte en mai 2023 en chargée de levée de fonds. Privé durablement d'emploi, je cochais toutes les cases du coup de la privation, enfin voilà. Et du coup, pendant un an, avec de l'acharnement, parce que une vocation, ça mobilise quand même. J'ai cumulé les casquettes, donc j'ai essayé de faire un petit peu de portage de projet marketing, mais c'était pas, enfin la structure est pas prête à ce genre d'anticipation à 3 ans. Donc j'ai récupéré la casquette aussi d'évaluation d'impact social, puisque je peux pas moi lever des fonds si je suis pas capable de dire quelle portée le projet peut avoir ici. Donc j'ai cumulé toutes ces choses-là en étant assez inconfortable avec le côté un petit peu comment dire, vivant, humain, social, que moi je connaissais pas du tout. Je suis très rangée, pharmacie, chaque chose à sa place. Donc j'ai un gros besoin de structure qui n'était pour moi pas vraiment pourvu à l'Abeille Verte, mais qui faisait du coup que le projet était ultra riche, tout ça. Donc mon côté analytique et mon besoin de maîtrise, moi, de ma pratique m'ont poussé à me professionnaliser. Du coup, avec le soutien de l'Abeille Verte, j'ai pu aller passer mon bac+5 avec l'ESSEC Paris, direction de levée de fonds. Et ça m'a amené avec beaucoup de fierté à acculturer tous ces gens parisiens, enfin qui d'ailleurs il y a des territoires zéro chômeur, mais c'était tout un public qui connaissait pas du tout cette innovation sociale, ce que ça pouvait apporter, la manière dont c'était tourné. Donc j'étais d'une part fière de leur présenter tout ça et de leur faire comprendre et de fédérer encore d'autres gens dans cette boucle et d'avoir à la fin parce que le projet d'étude c'était de construire la stratégie de levée de fonds de l'Abeille Verte sur 3 ans pour atteindre juste l'équilibre économique.
et d'avoir un retour des grands pontes de cette stratégie qui impliquerait effectivement et qui manifesterait la convergence d'intérêts entre les EBE et les entreprises était à la fois intelligente, novatrice et pertinente. Donc ça y est, on monte ça maintenant concrètement. Du coup, maintenant, ça y est, je me lève tous les matins pour aller au travail avec plaisir, motivation. Je pense que je vais rester encore 1 an, le temps de former quelqu'un, enfin 2 postes, un chargé de partenariat et un chargé d'évaluation d'impact qui puisse me remplacer d'ici l'année prochaine. Et je pourrai enfin m'envoler vers un poste, ou en tout cas prétendre à des postes qui soient enrichissants tant financièrement que humainement. Et je resterai à l'Abeille Verte de temps en temps en bénévolat pour mettre à jour la stratégie de levée de fonds ponctuellement pour rester là-dedans. Mais voilà, donc je suis extrêmement reconnaissante de cette proposition de prendre le temps de questionner son rapport au travail, de se confronter à la réalité aussi, parce que on peut penser des choses et les expérimenter, c'est quand même pas la même chose, et d'avoir le temps nécessaire pour tout creuser, pour tout remettre à plat, pour se tromper, pour réussir, pour tout ça. Ça a effectivement pas été facile, mais ça permet de trouver sa place. Voilà. Merci Mariam. Et puis pour ceux qui connaissent pas Françoise Pasquier, qui a été ton point déclencheur. de bascule, donc c'était, parce qu'elle est à la retraite maintenant, elle Oui. était à l'échelle de la communauté de communes du Lot-des-Voix-Larzac sur la direction économie, emploi, entreprise, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Développement économique, je crois que ça s'appelle. Ouais. Merci Mariam. Avec plaisir. Gaëlle, je pense que tu auras certainement des questions. Gaëlle, rebonjour. Donc, tu es aujourd'hui la directrice de l'entreprise à but d'emploi de Quercy Intervention Service, donc dans le COSADET, dans le beau département du 82. Tu as été recrutée en fait au moment de la candidature, donc dans l'association de préfiguration qui allait porter le conventionnement entreprise à but d'emploi, mais avant que le territoire soit donc habilité. Donc tu as pleinement vécu ce qu'on a expliqué tout à l'heure, la partie supplémentarité. C'est-à-dire que l'entreprise à but d'emploi, c'est pas une entreprise comme toutes les autres. Elle a effectivement à embaucher en CDI à temps choisi, mais en plus, elle ne doit pas être sur des activités rentrant en concurrence avec les acteurs du territoire. Est-ce que tu peux effectivement nous partager cet enjeu? Alors, un enjeu, contrainte, c'est toi qui nous le diras, sur cette spécificité de l'entreprise à but d'emploi. Puis j'aimerais bien aussi avoir ton regard individuel, parce que tu as eu une carrière, un parcours professionnel avant d'arriver à cette direction-là, par rapport effectivement à ton regard sur le collectif de travail au sein d'une entreprise à but d'emploi. Et ici, voilà, pareil, si on pouvait se contraindre au niveau du temps et laisser après toutes ces personnes pouvoir vous questionner, ça serait chouette. Merci Gaëlle. Ok, donc je vais essayer d'être rapide. Donc, comme le disait Céline, voilà, moi je suis Gaëlle Kelidej, je suis la directrice de Quercy Intervention Service, qui est une association qui a été créée en février 2023 dans le cadre de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Cette structure, elle a été clairement, on va dire, créée de toutes pièces pour porter l'entreprise à but d'emploi, qui aujourd'hui se situe dans le Quercy-Cossadet, donc dans le Tarn-et-Garonne. Donc, je vous remercie pour l'invitation à ce webinaire. Alors, peut-être resituer un petit peu d'où je viens. Alors, moi, j'étais directrice de pôle Action de l'année sociale dans une régie de quartier de territoire en Tarn-et-Garonne. Donc, voilà, j'étais pas non plus très, très éloignée, on va dire, de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets en direction de personnes en situation de fragilité, parce que je travaillais évidemment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, ça ne m'était pas complètement étranger, mais effectivement, ce que j'ai trouvé de complètement différent dans le projet Territoire zéro chômeur, c'est le volet un peu expérimentation, co-construction territoriale. C'est-à-dire que ce qu'on peut retenir, enfin en tout cas moi ce que je retiens d'abord de cette démarche, en fait c'est la puissance de co-construction qu'elle installe dès le départ, à travers la constitution en fait de l'équipe projet, puis la mise en place du comité local pour l'emploi. On assiste en fait quelque part à une réactivation du dialogue social. Des acteurs qui se parlaient peu ou qui ne se parlaient plus du tout.
ils ont dû se retrouver en fait autour d'un projet commun qui était celui de rendre possible l'emploi pour tous et toutes sur un territoire donné. Donc, c'est vrai que Territoire zéro chômeur, on va dire que ce n'est pas un projet d'emploi en plus, c'est vraiment un projet de territoire qui, pour moi, bouscule quand même les silos habituels, hein. Donc, aujourd'hui, je peux dire qu'en tant que dirigeante d'une entreprise à but d'emploi, voilà, moi, j'ai vraiment intégré une dynamique dans laquelle le pilotage, on va dire stratégique, il ne peut pas se faire en vase clos. Il s'inscrit clairement dans un écosystème, on va dire, co-responsable, fait de tension parfois, on ne va pas se le cacher, mais surtout de régulation continue. C'est absolument nécessaire pour pouvoir mener à bien cette expérimentation. Alors, ce que j'ai appris dans le cadre, on va dire, de TZ, c'est que c'est quand même très exigeant, mais c'est plutôt fertile. On est obligé de travailler en fait dans une gouvernance élargie, hein, un comité local pour l'emploi, qui n'est pas qu'un comité de pilotage formel, mais vraiment un espace de débat, de décision, d'orientation politique, mais également éthique, parce qu'on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. De travailler avec des institutions qui deviennent parfois des partenaires de terrain. Et puis, évidemment, avec les salariés, aujourd'hui de l'entreprise à but d'emploi, puisqu'ils peuvent, lorsqu'ils sont encore personnes privées durablement d'emploi, participer aux comités locaux pour l'emploi. Donc, ils ont vraiment une implication dans la vie de l'entreprise qui est une nécessité. Clairement, ce n'est pas une option. Donc, ça suppose qu'en tant que responsable d'une entreprise à but d'emploi, eh bien, on doit renoncer peut-être à un certain confort vertical de management pour accueillir un modèle de gouvernance qui conjugue, on va dire, stratégie, écoute active et beaucoup de pédagogie. Donc, je crois que c'est vraiment l'une des vraies plus-values de cette expérimentation. Voilà, aujourd'hui, en tant que directrice, je pense que, et je le partage avec mes pairs qui sont directeurs ou directrices d'entreprises à but d'emploi, c'est qu'aujourd'hui, quand même, les directions des entreprises à but d'emploi, on est quand même plus politique au sens noble du terme, parce que, voilà, on est obligé de penser dans la complexité, dans l'ancrage local, et puis dans la temporalité quand même de nos territoires, hein. Donc, au sein de l'EBE, l'objectif, c'est quand même de composer un collectif de travail avec des personnes qui sont privées durablement d'emploi. Donc, la question du collectif de travail, elle se pose aussi dans l'entreprise elle-même. Il faut intégrer des personnes qui sont privées durablement d'emploi. Et comme le disait Céline, ce n'est pas seulement une question d'activité à leur confier. L'idée, quand même, c'est une remise à plat de la manière dont on construit des environnements qui sont soutenants, structurés et valorisants. C'est vrai que la structure, je rejoins Mariam peut-être sur la structure des EBE. La structuration des EBE, elle ne peut pas être structurée de la même manière qu'une entreprise dite classique. Donc, voilà, il peut y avoir, il faut être très vigilant en tant que, en tant que dirigeant d'une entreprise à but d'emploi, peut-être de ne pas faire, de faire très attention à de ne pas générer de la souffrance au travail. Voilà, du fait de la structure managériale et organisationnelle que l'on met en place au sein des EBE, parce que c'est quand même très complexe, c'est très mouvant. Donc, voilà, les salariés peuvent parfois manquer de sécurité, donc ça peut être très compliqué. Donc, voilà, au sein de notre EBE, cela impliquait de revoir nos postures d'encadrement, inévitablement, de mettre en place des espaces d'écoute assez structurés, de reconnaître les compétences informelles des personnes et d'accepter de faire un pas de côté sur nos représentations du travail bien fait, hein. Ça, c'est clair. Donc, l'EBE, en fait, pour moi, ça devient vraiment un espace de recomposition en fait, du lien au travail, mais aussi de lien à soi, au collectif et puis à l'action multipartenariale. Donc, moi, ce que je crois que c'est quand même une expérimentation qui interroge nos manières de faire société. Parce que je dirais que TZCLD, ce n'est pas seulement une réponse à la prévention d'emploi, mais c'est vraiment un levier d'innovation sociale qui interroge nos façons de produire, hein, de décider, de gouverner, de coopérer. Et donc, moi, en tant que directrice de cette structure, je sors à la fois enrichie
de cette expérience, bousculé, hein, mais surtout convaincu qu'il est possible quand même de piloter autrement des structures avec et pour les autres, voilà, au service d'un projet quand même beaucoup plus juste. Merci Gaëlle pour ce super témoignage. Je te remercie beaucoup. Quanto, on ouvre Oui. sur le temps restant Oh, les sollicitations, les éventuelles sollicitations. J'ai vu qu'il n'y avait rien sur le chat. oui, alors là justement, donc je vous laisse poser vos questions dans la section questions-réponses ou dans le chat, on va les remonter. Si jamais il y en a plusieurs, je ne sais pas si vous êtes disponible pour peut-être étendre le temps d'une quinzaine de minutes, puisqu'en fait on a un peu dépassé le temps, mais c'était très intéressant. Et si jamais pour les personnes qui doivent partir et qui ont des questions malgré tout, laissez quand même vos questions dans la partie questions et réponses. On va les répondre et on vous renverra à travers un chat en fait différentes questions. Je te laisse distribuer la parole, Quanto. Oui. Alors déjà, donc il y a Lataste Thierry qui souhaite également parler. Il est de France Travail, qui fait partie également du groupe de travail emploi et entreprise. Je vous laisse la parole, Thierry. Oui, bonjour, Thierry Lataste, donc j'ai été présenté. Déjà, vous remercier pour la qualité des témoignages hein, et puis vous confirmer l'engagement de France Travail à œuvrer ensemble à la réussite de tous. On a été présents à la genèse des projets, là, hein, nos équipes des territoires sont mobilisées et on se félicite aujourd'hui de la synergie là, qui a été mise en œuvre. Voilà, et vous pouvez compter sur notre accompagnement pour la continuité. Merci de votre attention. Merci à vous. Il y avait un bonjour de Paolo, mais je n'ai pas vu la suite de la question. Si cette personne veut prendre la parole en direct. Oui. Alors ensuite, il y avait donc une phrase de Pierre qui est bénévole à l'ADI et qui demande justement comment est-ce qu'il pourrait faire pour apporter quelque chose dans ce projet. Il intervient sur les secteurs de l'ODEV et l'ERO et donc il est particulièrement intéressé par les réponses qui ont été données par Mariem et Gaëlle. Et M. Laïkour Moustapha. Ce qu'on peut lui répondre, c'est qu'il y a donc Florent Cotinet, qui est le nouveau chef de projet sur le territoire de l'ODEV, et que je pense qu'il faudra qu'on réussisse à les mettre en relation pour pouvoir effectivement intégrer le champ des partenaires et voir effectivement directement entre eux ce qui est intéressant, envisageable, possible, contributif. Donc la première chose à faire, je pense, c'est contacter Florent Cotinet pour se rencontrer. Mariam, tu confirmes? Je me demandais s'il fallait que je transmette son contact ou si moi je lui envoie. Je vais mettre le mail de Florent dans le chat, si ça te va. Oui, ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Moi, Céline, je vais devoir vous abandonner. Voilà, s'il y a des questions, je les prendrai ou je ne sais pas si Lisa peut rester parce que j'ai une autre visio là à midi. J'en suis désolé. Écoute, non, on te remercie grandement et chaudement pour ta présence avec nous. C'est moi qui vous remercie pour cette organisation et de nous avoir permis de partager nos expériences. Et À au bientôt. plaisir, à bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question de Paulo de Almeida qui demande à Gaëlle ce que pas de côté sur nos représentations de travail bien fait signifie. Alors, ce que cela signifie, c'est qu'en fait, il faut accepter, il faut repartir quand même de la base, c'est-à-dire que on part des compétences des personnes privées durablement d'emploi parfois pour développer certaines activités, mais parfois pas. Parfois, effectivement, on identifie des activités dites utiles au territoire, donc du coup qu'on fait le choix de développer au sein de notre entreprise à but d'emploi. Et les personnes volontaires pour intégrer le BE se positionnent sur telle et telle activité, des activités parfois, souvent d'ailleurs, pour lesquelles elles ne disposent pas de compétences techniques. Exemple, au sein de notre BE, nous avons un service qui s'appelle Manufacture Bois. Donc, c'est essentiellement de la fabrication de produits manufacturés bois, d'équipements écologiques, mobilier urbain, etc., etc. C'est du travail menuisier.
Et donc, l'équipe qui est constituée de 7-8 personnes, 7-8 salariés, aucun ne dispose à la base de compétences en menuiserie, c'est-à-dire pas de bricolage à la maison, pas de... Voilà. Donc, ces personnes ont fait le choix de se positionner sur cette activité. Nous les avons accompagnés au travers d'un encadrement technique qui lui disposait de ces techniques-là, mais il faut accepter effectivement qu'au démarrage, on ne rende pas un travail qui soit réalisé comme si ça sortait d'un atelier de menuiserie professionnelle. Les personnes, enfin, l'objectif évidemment, c'est de faire monter en compétence les personnes que l'on salarie, mais il faut accepter que effectivement, en fait, peut-être le banc ne va pas être celui que l'on avait envisagé au départ, peut-être que la tonte de pelouse ne s'effectue pas de la même manière qu'une personne qui dispose de 20-30 ans d'expérience dans l'activité. Enfin, voilà quoi. Il faut savoir être tolérant, patient et surtout croire en la force du collectif et de la motivation des personnes qui se positionnent sur ces activités. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Merci pour ces réponses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Donc, nous sommes encore tous là, profitez-en. Alors. En tout cas, s'il y a besoin d'aller plus loin sur le support, vous avez le mail d'Isabelle Porto-Vega et moi-même. Et pour les mises en relation sur le territoire de l'Hérault, j'ai mis les 3 mails des 3 chefs de projet, donc Montpellier, Grabel, Lodève et Pézenas. Voilà, s'il y a d'autres besoins, il ne faut surtout pas hésiter à revenir vers Isabelle et moi. Avec grand plaisir, on vous donnera tous les éléments nécessaires. Alors, je ne vois plus d'autres questions. Il est midi 1. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, il n'y a personne qui envoie une question. Donc, je pense qu'on va conclure sur ce webinaire. Mais bien entendu, n'hésitez pas à envoyer un mail à Céline qui a laissé son contact, etc. Si vous avez des questions qui vous viennent en tête plus tard en regardant la présentation. Oui, Paolo, c'est normal que le micro ne peut pas être activé. C'est pour ça que j'encourage à poser les questions dans le chat. C'était pour éviter en fait que tout le monde parle en même temps ou se coupe la parole. Et pour le flux également. Alors, merci à tous, en tout cas, pour votre participation à ce webinaire. Merci donc à Eric Pélisson qui est parti pour son ouverture. Merci à Céline Frié pour le cadrage et merci aux différents témoins pour leur éclairage. C'était très intéressant. J'en suis ressortie avec beaucoup plus de connaissances. J'espère que c'est le cas pour tout le monde. Donc, à l'issue de ce webinaire, Maxime vous enverra les présentations et plus tard, on vous renverra également le lien vers la page YouTube du Pacte des Solidarités où vous retrouverez le replay du webinaire et également la FAQ, donc avec les 2 questions qui ont été posées pour que tout le monde puisse y avoir accès, mais également, si vous avez d'autres questions, on pourra les rajouter. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit et on se retrouvera pour d'autres rendez-vous de l'emploi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.